Salut YouTube, bonjour à tous. Je lance aujourd'hui cette chaîne nommée Math Social Club. Je vais me présenter brièvement et vous dire un petit peu ce que j'aimerais faire de cette chaîne. Si jamais ça ne vous intéresse pas du tout, vous avez des chapitres juste en dessous et vous pouvez directement passer au sujet de cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, je me présente rapidement du coup. Je m'appelle Mathias, je suis journaliste et passionné de football. Je suis aussi supporter de l'Olympique de Marseille comme vous pouvez le voir. Vu que c'est très compliqué de se faire une place dans le monde du journalisme sportif, je me suis dit qu'une chaîne YouTube, ça pouvait être une super opportunité pour parler de foot, pour débattre de foot. Surtout que je suis un très gros consommateur de ce genre de contenu sur YouTube. Je suis abonné à CM Football ou Youth quand il s'agit de l'Olympique de Marseille. Je regarde aussi beaucoup Serious Charlie, Willou, Zach Nani. Quand ça concerne d'autres clubs, je risque de m'inspirer un petit peu de ce qu'ils font. Mais je vais surtout essayer de trouver mon propre style. Je vais être très honnête, j'ai longtemps, très longtemps hésité avant d'ouvrir cette chaîne parce que, comme tous ceux qui ont réfléchi avant de se lancer, ben, j'avais vraiment peur d'être ridicule, j'avais peur de pas trop maîtriser les codes de la plateforme ou tout simplement de faire des longs monologues en facecam avec ma grosse tête comme je suis en train de le faire. Mais le temps passe, on vieillit, on mûrit et on finit par se dire que, bah en fait, quand on veut juste partager sa passion avec d'autres passionnés, on n'a pas grand-chose à perdre. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas un matos incroyable pour tourner des vidéos, j'ai ce petit micro qui j'espère vous propose un son plutôt correct. Et là, pour vous situer un petit peu, je suis en train de tourner cette vidéo avec l'ordi de mon coloc. Mais je vais faire de mon mieux. Et on sait jamais si mes vidéos finissent par avoir une petite audience, ça me motivera certainement à investir pour vous proposer un contenu un peu plus qualitatif. Je pense aussi à ouvrir une chaîne Twitch à côté de ça, pour ne pas faire de longs monologues justement et prioriser le débat et l'échange. Mais on va d'abord tenter de faire quelque chose de propre ici. Vous l'avez compris, donc je suis supporter de l'Olympique de Marseille et en toute logique, je vais commencer par lancer cette chaîne avec deux vidéos consacrées à l'Olympique de Marseille. Par la suite, j'aimerais beaucoup m'intéresser à d'autres clubs et faire des vidéos sur d'autres clubs, d'autant plus qu'en tant que journaliste, j'ai le privilège d'avoir cette petite carte qui est une carte UJSF. Une carte UJSF, en gros, c'est une carte de journaliste sportif qui permet d'accéder à la plupart des événements sportifs en France, notamment les matchs de Ligue 1. Ça m'a motivé l'année dernière à me lancer dans un petit tour de France des stades. Je me suis régalé et j'aimerais beaucoup vous embarquer avec moi pour vous faire un petit peu découvrir les stades de France. Et je pense que ça peut être un beau projet pour la reprise si je suis encore là d'ici là. Pour l'instant, on va donc consacrer deux petites vidéos à l'Olympique de Marseille qui seront sur des concepts très clairs. On va faire le bilan de l'effectif de la saison qui vient de s'écouler et on va se projeter sur la saison prochaine. Dans un premier temps, on va donc dire quels joueurs on garde et quels joueurs on garde pas à l'Olympique de Marseille. Et ensuite, on fera une petite vidéo mercato idéal. Ce sera des avis personnels. Je suis très ouvert à la critique, très ouvert à vos retours. Et ce sera même un gros kiff de vous lire vu que je lance cette chaîne. Il y aura sûrement plein de petites erreurs, plein de petits trucs que vous remarquerez et que moi j'ai pas forcément vu. Donc vraiment, tant que c'est dans le respect et la bienveillance, vraiment bombardez-moi de commentaires, de messages, de quoi que ce soit. J'aurai peut-être 30 vues et aucun message, c'est pas grave. Là j'ai envie de kiffer et si ça fait kiffer 30 personnes avec moi, c'est parfait. Voilà pour cette petite présentation pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous serez nombreux à regarder ces vidéos et j'espère surtout que vous serez nombreux à réagir si vous passez par là. Un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, c'est pas grand chose, ça prend 5 secondes et ça me permettra de lancer cette chaîne dans les meilleures conditions. Bref, ça commence maintenant. L'équipe, c'est toujours Math Social Club. Pour cette toute première vidéo, donc on va faire quelque chose de très simple, qui a déjà été fait plein de fois sur YouTube, j'ai rien inventé. On va se projeter sur la saison prochaine de l'Olympique de Marseille en faisant le bilan de la saison 2024-2025, puis en faisant un mercato idéal, ça arrivera dans une deuxième vidéo. D'abord, on va revenir un petit peu sur la saison qui vient de s'écouler et le bilan de tous les joueurs de l'effectif, et on les placera dans des catégories. Ça bouge pas, les joueurs invendables, on garde mais on prête, ce sera pour les joueurs à fort potentiel de cet effectif qui auront peut-être pas beaucoup de temps de jeu cette année si on les garde. On garde pas et on catapulte très loin de Marseille. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs dans cette catégorie, mais il y en aura probablement. Ça, c'est les joueurs qu'on veut plus du tout voir sous le maillot de l'Olympique de Marseille, notamment à cause d'une très mauvaise saison ou d'un comportement, je sais pas. Bref, tout ça dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Tout ce que je vais vous dire, c'est des avis personnels, parce que là, pour le coup, du coup, je fais une vidéo en monologue, et donc j'aurai pas vos retours. Ce sera vraiment mes choix à moi. Je suis hyper ouvert à la critique, hyper ouvert à vos réflexions. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos désaccords. Encore une fois, toujours dans le respect et la bienveillance. Pour cette petite revue d'effectifs, je suis parti d'une tier list qui a été créée par Jesse Owens, merci à lui, et j'ai rajouté les 4 joueurs
qu'on a recrutés lors du mercato hivernal. On commence avec les gardiens de but, notamment le premier d'entre eux, Geronimo Rulli. On va être très honnête les gars, en début de saison, quand Geronimo Rulli est arrivé, on était carrément déçus. La plupart d'entre nous, on espérait un petit peu mieux, on se voyait recruter un gardien d'un niveau supérieur. Voilà, Geronimo Rulli sorti une saison très difficile avec l'Ajax. On n'avait plus trop de souvenirs de lui en France depuis son passage à Montpellier en 2020. Et donc quand il arrivait, les plus optimistes se disaient vas-y, ça fera le taf. Et au final, quelle demi-saison stratosphérique il nous a fait. Ça a été un peu moins bien par la suite, sans être catastrophique, mais vraiment, quel début de saison. Il nous a fait gagner un nombre de points, mais vraiment énorme. Je pense que Roberto De Zerbi peut le remercier parce qu'il vit des premiers mois assez tranquilles à l'Olympique de Marseille, notamment parce qu'il a un gardien qui lui fait gagner des points. Il y a un certain nombre de matchs qu'on a gagnés ou qu'on n'a pas perdus grâce à Geronimo Rulli. Pour moi, on repart sans problème avec Geronimo Rulli dans les buts la saison prochaine. C'est un gardien qui a montré qu'il pouvait avoir le niveau de la Ligue des Champions, qui est un vrai leader de cet effectif, qui colle bien à l'image du club. Je pense qu'il est top 5 ou même top 3 des joueurs de l'Olympique de Marseille cette saison. Et c'est important d'avoir de la continuité à ce poste, surtout quand tu as un très bon joueur qui nous a sorti des pénaltys et des arrêts juste oufissimes. Je suis vraiment impressionné par sa capacité à prendre de la place quand il sort dans les 1v1, quand il arrive quand il y a un attaquant qui se présente face à lui. Il gagne souvent ces duels-là et c'est signe d'un très très grand gardien. Au-delà de ça, on l'a beaucoup sollicité au pied cette saison. Je pense que c'est peut-être le gardien qui a le plus touché de ballons au pied en Ligue 1 cette année. Et il nous a fait deux petites cagades. Une contre Lille qui tombe mal parce que c'est un adversaire direct. Et une contre, je crois que c'est contre Strasbourg où il sort un petit peu n'importe comment et il prend un but derrière. Mais voilà, on va vraiment pas en vouloir à Geronimo Rulli pour ces deux petites erreurs parce qu'à côté de ça, c'est énorme ce qui nous a fait gagner comme point cette saison. On avait un petit peu oublié ce que c'était d'avoir un gardien qui fait vraiment des arrêts décisifs parce que Paolo Lopez n'était pas trop ça ces dernières saisons. Je le mets pas là, pardon, parce que c'est un gardien qui a passé la trentaine. Donc si tu as une magnifique offre ou une belle opportunité de marché, tu peux pas te bloquer non plus. Mais voilà, on repart sans problème avec Geronimo Rulli pour une deuxième saison. Derrière Geronimo Rulli, on avait Jeffrey Delangue, qui n'aura ni déçu ni impressionné sur le peu de temps de jeu qu'il a eu. Ça n'a pas dû être facile à vivre pour lui parce qu'il est arrivé en tant que numéro 1 bis ou en tant que concurrent de Geronimo Rulli. Le problème pour lui, c'est que Geronimo Rulli a plié la concurrence en 15 minutes contre Brest sur le premier match. Et donc il a dû se contenter de deux petits matchs de Coupe de France. Et sur ce point-là, j'ai un petit peu les boules. Je vais pousser un mini coup de gueule sur la gestion des gardiens en Coupe de France. La Coupe de France, c'est actuellement le seul trophée qui est vraiment accessible pour l'Olympique de Marseille. Le seul adversaire qui est au-dessus de toi, c'est Paris, et tu les joues au mieux, au maximum, une seule fois. Si tu as un peu de chance, ils se font même sortir par une autre équipe, et tout le reste des équipes, c'est des équipes qui, a priori, sont à ta portée ou au mieux à ton niveau. Donc c'est des matchs qui durent 90 minutes face à des équipes qui ont à peu près ton niveau, et qui se terminent au tir au but si jamais il y a match nul. C'est une grosse probabilité, et ça me fait chier de me dire que sur ces matchs-là, on s'est passé d'un des meilleurs gardiens sur tir au but de France, voire d'Europe. J'ai rien contre Jeffrey Delangue. Le problème, c'est que tu le fais pas jouer de la saison alors que tu lui as promis du temps de jeu. Et du coup, tu te retrouves à faire un petit peu du social, ce que je comprends dans une gestion d'effectifs, en le mettant titulaire en Coupe de France. Et le résultat, c'est que tu joues contre Lille, une équipe à ta portée, de ton niveau, ça se termine au tir au but, logiquement. Et tu as Vito Manone en face qui en sort deux, et Jeffrey Delangue qui en sort aucun. Je dis pas que Rouli en aurait sorti deux, et le vrai problème, c'est que tu as deux Marseillais qui ratent leur penalty. Mais ça me fout les boules parce que je me dis qu'on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. On s'est fait sortir de Coupe de France par des équipes d'un niveau ridicule les saisons précédentes. Je veux pas refaire vivre des traumatismes aux supporters de l'OM, mais Annecy, Canet-en-Roussillon. Et là, cette année, tu sors parce qu'à mon avis, t'as pas mis toutes les chances de ton côté. Et je trouve que c'est dommage. Jeffrey Delangue, c'est sûrement un très bon gardien, mais sur penalty, on a vu que c'était pas vraiment ça. Et voilà, j'aurais préféré qu'on ait Geronimo Rulli dans les buts et qu'on file du temps de jeu à Jeffrey Delangue à un autre moment ou qu'on lui file pas de temps de jeu, tant pis. Parce que il y a de la gestion d'effectifs et il faut faire jouer les joueurs, notamment quand on leur a promis du temps de jeu. Mais là voilà, tu finis par sortir de Coupe de France parce que t'as pas mis toutes les chances de ton côté et parce que tes joueurs ont raté les pénaux aussi. Mais bref, c'est pas à Jeffrey Delangue que j'en veux, c'est plus à Roberto De Zerbi sur ce point de vue-là. Moi je garde Jeffrey Delangue, je vous dis la vérité. Je trouve que c'est un gardien largement suffisant pour être numéro 2. Mais si j'ai bien compris, lui aimerait bien retrouver une place de numéro 1. Il y a des clubs qui sont sur lui, notamment l'Ajax. Et je comprendrais totalement que le club fasse une petite plus-value en le vendant à un autre club. Et je comprendrais aussi que lui soit
plus motivé par un challenge en tant que numéro 1. Si jamais il s'en va, dans le mercato idéal que j'ai fait, j'ai prévu une ou deux pistes pour le remplacer en tant que gardien numéro 2. S'il veut rester, moi, ça me convient très bien. Le troisième gardien de cet effectif, c'est Ruben Blanco, qui s'est blessé gravement en pré-saison l'été dernier. C'est triste pour lui parce que c'est une des rares périodes où il était titulaire à l'OM et au final, il se pète et il passe une saison complètement blanche et surtout, du coup, il a plus vraiment de statut dans cet effectif puisque Jeffrey Delangue a été recruté à son poste, c'est-à-dire en tant que numéro 2, et qu'il est intrinsèquement meilleur que lui et surtout plus jeune que lui. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va foutre de Ruben Blanco? Parce que je sais pas si vous en avez conscience, mais Ruben Blanco, en termes de salaire, alors si vous connaissez pas le salaire de Ruben Blanco, je vous conseille de vous asseoir et de vous mettre à l'aise, parce que vraiment ça va vous mettre sur le cul. Ruben Blanco prend 200K mensuels. Vous avez bien entendu, 200 000 euros par mois pour Ruben Blanco. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'on le prolonge à ce tarif-là, pour qu'on le fasse signer à ce tarif-là. Ça me paraît fou. Ruben Blanco, c'est un joueur qui doit avoir 10 matchs avec l'OM, allez peut-être 12, depuis qu'il est arrivé il y a 3 ans, qui a jamais été stratosphérique. Ouais, voilà, 12 matchs avec l'Olympique de Marseille, qui a jamais été stratosphérique. Pour vous situer le niveau de Ruben Blanco, on a eu Pau Lopez, gardien titulaire de l'Olympique de Marseille pendant 3 saisons. Il y en a eu 2 pendant lesquelles Ruben Blanco était son remplaçant. Et bien pendant ces 2 saisons, Dieu sait qu'il y a eu des moments où Pau Lopez était très moyen. On se souvient tous du niveau de Pau Lopez, hein, c'était mid à mort, c'était midesque, mais comme pas possible. Et bien pendant ces 2 saisons, on s'est jamais dit, tiens, si on faisait jouer Ruben Blanco. Voilà, ça, je pense que ça situe le niveau du joueur quand tu passes 2 années en tant que numéro 2 de Pau Lopez sans jamais le mettre en danger. Ça en dit beaucoup. Bref, Ruben Blanco est donc payé une blinde, il a bientôt 30 ans, il sort d'une saison blanche, il a jamais été titulaire de sa vie, à part peut-être une ou deux saisons au Celta de Vigo. Donc moi je le mets là, hein, mais on va clairement le garder. Voilà, en fait il y a 3 solutions, c'est soit on le garde jusqu'à la fin de son contrat en le payant une blinde pour qu'il joue en réserve ou qu'il reste à la maison, soit il passe devant Jeffrey Delangue si Jeffrey Delangue est vendu, et donc on en fait un gardien numéro 2 la saison prochaine, soit par miracle Pablo Longoria avec son réseau espagnol nous trouve un club de milieu de tableau en Espagne qui est en dèche de gardien et qui vient le récupérer. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut espérer. Pour terminer avec les gardiens de but, on va parler de Simon Ngapan-Dwetenbu. Wow, réussi du premier coup, s'il vous plaît. Qui revient de son prêt à Nîmes. Alors, il fallait vraiment que Simon soit prêté et qu'il joue parce que ça faisait 2 saisons qu'il restait dans l'effectif sans qu'on en fasse grand chose. Là, pour le coup, on l'a envoyé dans un vrai bourbier parce que Nîmes est descendu pour la 3e saison d'affilée, une 3e relégation en 3 ans. Ils ont un président, mais qui est certainement le plus toxique de France, tout niveau confondu. Vraiment, Rani Assaf, c'est difficile. Gros soutien aux supporters nîmois. Le mec met plus une thune, les terrains d'entraînement, c'est des champs de patates. Bon, alors, Simon a dû progresser, hein, parce que l'avantage, c'est qu'une frappe à ras de terre, tu sais pas où elle finit. Et donc, ça travaille les réflexes. Bref, Simon, si j'ai bien compris les commentaires que j'ai lus de la part des supporters nîmois, ça a été l'une des rares satisfactions de la saison. Il a été titulaire. Ça peut être le troisième gardien de l'effectif cette saison. Je pense qu'il est beaucoup trop juste pour être gardien numéro 2 si Jeffrey Delangue s'en va. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on prête Simon une saison supplémentaire dans un bon club de Ligue 2 pour qu'il continue de progresser tranquillement et qu'il revienne la saison prochaine avec un niveau encore au-dessus. Là, il a déjà été sélectionné en équipe nationale du Cameroun où il est troisième gardien. C'est bien pour son CV, c'est bien pour son expérience. Donc on prête Simon une nouvelle saison, il n'est pas là, mais voilà, il est avec nous dans le cœur. On passe au très 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 gros chantier qui attend Mehdi Benatia et Pablo Longoria cet été, la défense. L'Olympique de Marseille a réalisé une très très belle saison offensive avec un nombre de buts marqués exceptionnel. Mais par contre derrière c'était vraiment pas ça. Avec des joueurs qui n'ont pas été au niveau attendu, des recrues vraiment où on s'est vraiment foiré, que ce soit Lilian Brassier qui a vraiment joué avec la peur tous les matchs avec l'Olympique de Marseille, avec Luis Felipe ou Amar Dedic qui ont été très décevants cet hiver, avec Bamo Meïté qu'on n'a pas du tout fait jouer. Bref, c'était très difficile l'aspect défensif cette saison et ça a beaucoup handicapé Roberto De Zerbi qui aime bien construire de l'arrière, sauf que là il n'avait pas les défenseurs pour le faire. Saison très compliquée et il y aura du mouvement, il y aura beaucoup de mouvement derrière, d'autant plus qu'on commence avec Paul Lirola. Alors Paul Lirola, que dire de Paul Lirola? Quand le mec arrive à l'hiver 2021, on se dit tous qu'on a trouvé le latéral du siècle. Vraiment, le mec était buteur, passeur, costaud derrière, ultra rapide. Il avait tout.
Et du coup, on a carrément lancé une propagande l'été suivant pour le faire signer définitivement. La Fiorentina en voulait un beau petit billet, et ils l'ont eu, puisqu'on a quand même calé 12 millions d'euros sur Paul Lirola. Et le pire, c'est qu'à l'époque, personne trouvait ça excessif. On s'était dit qu'on avait recruté un très bon latéral droit espagnol qui sortait de 6 mois magnifiques, qui avait du potentiel, et donc on se disait que c'était le tarif. Mais depuis ça, le mec est devenu catastrophique. Il a tout perdu. Pas son amour de la fête et des sorties nocturnes apparemment, mais il défend n'importe comment, il doit être placé sous assistance respiratoire après 2 sprints. Il est à 2 doigts de l'AVC dès qu'il y a un ailier qui se présente face à lui, et cette saison, ça a été catastrophique. Il fait 2 matchs dans la saison, c'est les Olympico. Alors, je suis supporter lyonnais, j'ai bien les boules, hein, parce que le bilan de la saison, c'est que Paul Lirola met 2 passes D et un but contre l'Olympique lyonnais. Ça a été une saison olympique pour Paul Lirola. Mais en dehors de ça, c'était vraiment catastrophique. Et je crois qu'on se sent un peu tous trahis par Paul Lirola. Un peu comme on l'était avec Iliman Ndiaye la saison dernière, mais pour d'autres motifs. Donc évidemment, on garde pas Paul Lirola, et au-delà du fait qu'on le garde pas, on le catapulte très loin de Marseille, vraiment n'importe où, pour n'importe quelle somme, pour n'importe quoi. Je me mets à la disposition de l'Olympique de Marseille. S'il y a une offre pour Paul Lirola, je suis prêt à traverser l'Europe entière à vélo pour lui faire signer son contrat. Je sais pas, on l'enferme dans une boîte de nuit, on l'échange contre un paquet de biscuits. On garde pas. Un autre latéral droit de cet effectif, qui pour le coup lui a été une vraie satisfaction, l'une des rares satisfactions derrière cette année, c'est Amir Murillo. Très très gros respect pour Amir Murillo. Le mec arrive l'année dernière, on le recrute pour pas grand chose, et on a entendu les pires critiques sur lui, vraiment. Et pourtant, le frérot nous sort 2 saisons ultra propres, notamment celle-ci. J'adore vraiment le joueur, qui est pas juste un simple guerrier, hein, c'est un vrai bon défenseur qui a des vraies qualités de contre-attaquant, qui est polyvalent, qui est bon à chaque poste. Voilà, il fait aucun bruit, il sait se montrer décisif, il sait faire du dépassement de fonction. Il a eu quelques moments d'inattention où défensivement, peut-être qu'il nous coûte 2-3 buts cette saison, mais par rapport à ce qu'il apporte, euh, on va pas lui en vouloir. Et il est probablement le défenseur le plus régulier de l'OM cette saison. J'ai eu une grosse réflexion sur lui, parce qu'il y a en début de mercato, on parlait de très belles offres pour Amir Murillo de 15, 20, 25 millions d'euros, même si j'y crois pas trop. Voilà, il a un profil qui plaît, c'est un joueur polyvalent, je l'ai dit. Il a 29 ans, donc si tu veux le vendre à un gros tarif, je pense que c'est cette année ou jamais. Donc au début, je pensais le vendre, parce que tu te dis, tu te fais un beau billet, tu repars sur un profil plus jeune, mais en réalité, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements derrière cette année, avec beaucoup de recrues. On va essayer de se débarrasser d'un maximum de joueurs. Et voilà, je pense que Amir Monrio, en tant que latéral droit, en concurrence avec un autre joueur, ou en tant que solution pour un éventuel passage à 3 derrière, ou dans un axe à 2, parce qu'on sait que Roberto De Zerbi veut revenir à 4 l'année prochaine. Je pense que ça fera largement le taf, et que c'est encore un joueur qui peut finir sa saison avec une trentaine de matchs en étant totalement au niveau de cet effectif. Donc je repars sur une saison avec Amir Murillo, mais alors sans problème. S'il y a une magnifique offre à 20 millions d'euros, quand même, faut se poser et y réfléchir, parce il n'y en aura pas beaucoup. Je pense qu'il faut aussi garder et s'appuyer sur une ossature de joueurs qui ont donné satisfaction, et c'est le cas d'Amir Murillo. Amar Dedic, maintenant, qui est arrivé cet hiver. Il y a très peu de chances qu'il reste, je crois. J'ai mal compris la méthode de transfert, ça a l'air un petit peu compliqué, mais visiblement, il est même peut-être déjà potentiellement reparti à Salzbourg. Je suis un peu déçu, parce que quand il est arrivé, il a fait quelques entrées intéressantes. C'est le genre de joueur voilà, qui rentre et qui met de la folie sur le terrain. Donc pour tout supporter, ça fait du bien. Mais son temps de jeu, il a baissé petit à petit. On a découvert une sorte de régène de Nemanja Radonic. Le mec qui est imprévisible pour tout le monde, mais du coup pour ses coéquipiers et pour lui-même aussi. Tu regardes 10 actions d'Amar Dedic, il y en a une d'entre elles où c'est Roberto Carlos, et les 9 autres, c'est Robert Charles. J'aurais bien aimé lui donner davantage de temps de jeu, qu'on lui donne davantage sa chance, mais il présente pas assez de garanties pour s'embarquer dans une nouvelle saison avec lui. Il a pas encore l'intelligence tactique suffisante pour s'adapter à ce que veut Roberto De Zerbi, ou je sais pas. C'est dommage, parce que sur le papier, le profil était super intéressant, un jeune latéral offensif à fort potentiel qui ne coûte pas si cher que ça, pardon. Donc tout ça pour dire qu'on ne garde pas Amar Dedic à regret, un petit peu. On passe maintenant aux défenseurs centraux. Ça va être assez rapide, parce qu'on n'avait pas beaucoup cette saison dans l'effectif de l'Olympique de Marseille.
On commence avec le capitaine Leonardo Balerdi. Je vous préviens, je suis pas du tout objectif avec Leonardo Balerdi. C'est clairement mon chouchou dans cet effectif. C'est le joueur auquel je suis le plus attaché. Son nom est inscrit sur le maillot à l'arrière. Ça a mis du temps, mais ça y est. Leonardo Balerdi, depuis la saison dernière, est devenu en fait le joueur qu'on rêvait de le voir devenir. Il y a encore des progrès à faire. Son début de saison, il a été un petit peu difficile parce qu'il a dû encaisser beaucoup de choses, notamment le fait d'être titulaire indiscutable, d'être capitaine, d'être le leader de défense, le leader de la relance de cette équipe. Donc voilà, à 25 ans, pour la première fois, il n'a pas eu de défenseur central expérimenté à ses côtés. C'était lui le leader de la défense. Forcément, il y a eu un petit temps d'adaptation. Il a eu un petit peu du mal à se canaliser au tout début, notamment avec son rouge à Lyon. Mais voilà, encore une très belle saison de Leonardo Balerdi, qui est clairement le meilleur défenseur de cet effectif. Ça a été très compliqué pendant très longtemps de parler de Leonardo Balerdi avec ses potes supporters de l'Olympique de Marseille quand on était derrière le joueur, parce que fallait réussir à leur expliquer que oui, il avait du potentiel et que oui, il pouvait devenir un très grand défenseur central européen. C'est ce qu'il est en train de devenir. Et pour moi, Leonardo Balerdi, ça bouge pas. Ça doit être intransférable cette saison. On va jouer la Ligue des Champions et on est en train de retrouver nos ambitions. Ce serait un gâchis immense d'avoir post-formé un joueur comme Leonardo Balerdi, parce que c'est vraiment un joueur qui a été post-formé à l'Olympique de Marseille, qui arrive avec beaucoup de lacunes et des qualités immenses. Et là, il arrive au pic, vu tout ce qu'il a pris dans la gueule et la capacité de résurrection qu'il a eue, et le fait qu'il soit encore là, ça prouve qu'il est vraiment attaché au club. Voilà, je suis infiniment fan de Leonardo Balerdi. Je pense qu'il peut devenir un très grand joueur européen. Et même si on réfléchit d'un point de vue financier, même s'il y a une grosse offre cet été, est-ce que ça vaut le coup? Léo Balardi, il est sous contrat jusqu'en 2028, on est tranquille avec lui. S'il fait une saison très sympa en Ligue des Champions, même si on parle financièrement, ça part pour beaucoup plus cher l'été prochain. Et en vrai, de toute façon, moi, si vous me demandez mon avis personnel, Leonardo Balerdi, ça bouge pas cet été, ça bouge pas l'été suivant et ça bouge pas sur les 10 prochaines années. S'il vous plaît, laissez-nous un très grand Leonardo Balerdi pour une très grande saison de Ligue des Champions. Un autre défenseur de cet effectif qui a beaucoup joué cette saison, beaucoup trop à mon sens, c'est Derek Cornelius. Je suis vraiment, vraiment pas fan du joueur que je trouve ultra limité. Alors on n'a vraiment rien de très concret à lui reprocher directement à Derek Cornelius. Il a pas fait de dinguerie sur le terrain. Il prend 2 rouges, mais bon, il en prend un contre Nice qui est absolument scandaleux, où en fait il prend un deuxième jaune parce qu'il met 30 secondes à tirer un coup franc. Et il prend un deuxième jaune à Auxerre aussi. Bon, les gars, en vrai, la saison est terminée. On peut se poser et se dire qu'il y avait clairement jaune et rouge du coup pour Cornelius à Auxerre. Je sais qu'on était dans une période où c'était un petit peu compliqué vis-à-vis de l'arbitrage, où on a vécu quelques enculeries, mais je crois qu'on a... Voilà, Pablo Longoria a pété un câble au mauvais moment, le fameux tout corrupt, c'est championnat des merdes. C'est un grand moment de la saison. Mais bref, on a pété un câble au mauvais moment. Il y avait clairement rouge pour Cornelius. C'était pas le deuxième jaune le plus mérité, mais il y avait deuxième jaune et il y avait rouge donc. Surtout que c'est un match où on passe complètement à côté. Et c'est pas le rouge le problème, c'est clairement le niveau de jeu. Bref, Derek Cornelius, moi, je garde pas. Je pense que c'est un joueur sur lequel on peut faire une mini plus-value parce qu'on l'a recruté pour pas grand-chose, 3,5 millions. À 5, ça part, je pense, et tu peux te dire que tu capitalises sur un joueur plus intéressant derrière. Il va y avoir du mouvement derrière, donc ça me choquerait pas qu'on le garde en quatrième choix. Mais je préfère me rabattre sur un autre profil parce que Derek Cornelius, tactiquement et techniquement, c'est très limité. Je compte pas le nombre de fois où j'ai hurlé devant ma télévision en le voyant faire des passes latérales, en le voyant ne pas avancer avec le ballon, en le voyant ne pas servir un joueur qui faisait un super appel. Voilà, costaud sur l'homme et assez correct au duel, mais pour le reste et pour ce que demande Roberto De Zerbi, je trouve ça beaucoup trop limité. On passe à l'énigme. L'énigme de cet effectif, Luis Felipe Ramos, qui est arrivé cet hiver libre de tout contrat et qui n'a jamais réussi à retrouver sa forme physique. Luis Felipe Ramos, qui dans une interview à l'Olympique de Marseille récemment disait que s'il n'avait pas été joueur, il aurait été préparateur physique. On est sur un troll de très très haut niveau. Alors Luis Felipe Ramos, j'ai pas assez regardé la Lazio ces dernières années pour vous maintenir que c'est un défenseur d'un niveau correct. Je pense que c'est un bon défenseur qui a été sélectionné en équipe italienne. Bon, le réservoir de l'équipe d'Italie est vraiment pas hyper développé, donc c'est pas forcément un gage de très grande qualité, mais voilà un joueur européen de bon niveau qui est parti en Arabie Saoudite et qui a jamais retrouvé sa forme physique depuis.
J'étais au stade pour le dernier match de la saison, j'étais au Vélodrome pour OM Rennes, et franchement, alors autant le gars est dur sur l'homme, au duel, il est pas mal du tout, il est même assez propre à la relance, mais physiquement, waouh! Au bout de 20 minutes, le frérot, il avait les mains sur les hanches, il en pouvait plus. À la toute fin de la mi-temps, il prend un jaune parce qu'il cisaille un joueur sur lequel il est très en retard. Au final, il sort à la mi-temps. Mais je pense que le recrutement de CJ Egan Riley euh, est mauvais. C'est un mauvais signe pour lui. Je pense qu'on va le libérer. Le problème avec Luis Felipe Ramos, c'est qu'il n'y avait pas grand monde sur lui quand il était libre cet hiver. Donc je pense que là, maintenant qu'il est sous contrat et qu'il sort de 6 mois quasiment sans jouer. Donc si on libère, si on... je sais pas, on fait ce qu'on peut, mais on dégage Luis Felipe Ramos qui aura passé 6 mois à profiter du soleil sur la Côte d'Azur. Alors Bamo Meïté n'était pas dans l'effectif dans la deuxième partie de saison, il avait été prêté à Montpellier après avoir très peu joué, et je vais vous dire ce que je pense. Je trouve vraiment que l'Olympique de Marseille a fait n'importe quoi avec Bamo Meïté. C'est un joueur que tu vas chercher pour 10 millions d'euros à Lorient. C'est une somme. Alors, à l'époque, je regardais un petit peu Lorient parce que j'ai un ami qui supporte le club, donc je regardais un peu les Merlus et je le trouvais super intéressant. Vraiment des qualités physiques assez impressionnantes, très rapide, une bonne qualité de relance, une vraie intelligence tactique. Bref, un super défenseur à potentiel de Ligue 1. On le recrute, tant mieux, on le paye cher, normal, c'est le prix. Et au final, ben, on n'en fait rien pendant 2 ans. Il arrive l'année dernière, on le fait jouer à droite, dans l'axe, il se blesse, on lui donne un tout petit peu de temps de jeu, puis même quand il est bon, on le refait pas jouer derrière. Cette année, il a jamais été une solution envisagée par Roberto De Zerbi, même en début de saison, quand c'était la dèche derrière, il jouait pas. Et au final, après 1 an et demi quasiment sans jouer, tu l'envoies dans le bourbier montpelliérain. Franchement, je comprends qu'on a fait ça parce qu'il connaissait Jean-Louis Gasset, etc. Et il est très gentil, tonton Gasset, mais au final, il a été viré au bout de quelques matchs. Enfin, il est parti de lui-même au bout de quelques matchs. Le Bamo Meïté se retrouve du coup dans un effectif qui est en perdition, qui est déjà relégué à la moitié de saison. Et il y a Zouamana Camara qui arrive, qui veut s'appuyer sur les jeunes qu'il aura à sa disposition l'année suivante, ce que je comprends totalement. Du coup, Bamo Meïté ne joue même plus. Ça m'énerve parce que vraiment, c'est un joueur qui a le potentiel, qui avait le potentiel pour s'imposer à l'OM, qui avait le potentiel pour être prêté dans un bon club de Ligue 1 ou au moins dans un club qui joue vraiment le maintien. Et au final, bah, pendant 2 ans, tu gâches le joueur. Et on se demande ce qu'on va en faire du coup, parce que Bamo Meïté, tu récupéreras pas tes 10 millions d'euros cet été vu qu'il a très peu joué. Et visiblement, De Zerbi ne compte pas sur lui, donc même dans la rotation, ça sert à rien de le garder. Pour moi, ben, il faut repartir sur une saison où on prête Bamo Meïté. Voilà, faut espérer le prêter dans un bon club de Ligue 1. Il a largement le niveau pour s'imposer à Rennes, à Nantes. Voilà, la plupart, il y a pas mal de clubs de Ligue 1 dans lesquels il ferait pas tâche. En espérant qu'il fasse une grosse saison et soit qu'on se rende compte du potentiel qu'il a et qu'on le fasse jouer quand il revienne, soit ben, qu'il fasse une belle saison et qu'on le vende à un bon prix et qu'on récupère la mise qu'on avait mise sur lui. Il y a 2 joueurs qui occupaient le couloir gauche de la défense marseillaise cette année, c'est Quentin Merlin et Ulysse Garcia. Là, je fais un choix l'un par rapport à l'autre, c'est des choix qui sont un peu interconnectés entre guillemets. Je commence avec Quentin Merlin. Là encore, je suis vraiment pas fan du joueur et je vais vous dire clairement les choses de suite. Je ne garde pas Quentin Merlin. Il s'était montré super intéressant en pré-saison quand Roberto De Zerbi le faisait jouer à un poste un petit peu de latéral gauche qui vient s'insérer au milieu en phase offensive pardon. Mais il a été handicapé par une blessure en espoir. On remercie pas Gérald Baticle d'ailleurs parce qu'il l'a fait jouer blessé pour un match qui servait à rien. Mais bref, Quentin Merlin est arrivé il y a 1 an et demi à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a dépassé les 40 matchs avec l'OM, 46 matchs avec l'Olympique de Marseille. Quentin Merlin, et depuis 46 matchs, ben, je ne le vois pas progresser. C'est un joueur qui stagne à mort chez nous, je trouve. Sur ces 46 matchs, je vous mets au défi de m'en citer 5 où il a été très bon. Je vous dis pas exceptionnel, je vous dis juste très bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas à son poste. C'est bizarre, hein, je trouve qu'il a pas les qualités fortes de ce poste. Il est pas spécialement rapide, il est pas puissant. Je le trouve très mid offensivement avec une qualité de centre. Il a fait une passe D en espoir très belle, mais sinon je le trouve assez limité. Il a des stats vraiment très moyennes. Je crois ouais, il en est à 4 passes D et un but en 46 matchs avec l'Olympique de Marseille. C'est léger pour un latéral qui a joué piston la plupart du temps. Alors oui, il a une belle technique. Tactiquement, pardon, c'est un garçon intelligent. Mais pour schématiser, on est sur un joueur qui est toujours entre 4 et 6 sur 10. Euh, Jamais plus.
Et donc je préfère le vendre pour une belle somme maintenant. Là, il va sortir d'un Euro Espoir, il est encore jeune, il a une belle cote sur le marché, et je pense qu'à 15-20 millions d'euros, ça se vend, et je pense que c'est le moment pour le vendre. Parce que Quentin Merlin, il n'a pas le niveau pour être titulaire dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Et même s'il y aura de la rotation, j'ai pas envie de le laisser remplaçant encore une saison de plus et de me dire qu'il va stagner encore une saison de plus et donc qu'il va perdre de la valeur. Quentin Merlin a donc été en concurrence avec Ulysse Garcia tout au long de la saison. Ulysse Garcia, c'est un peu lui aussi une énigme dans cet effectif parce il est arrivé l'année dernière, on n'a jamais vraiment compté sur lui depuis. Il commence l'année dans le loft. Finalement, au fil de la saison, il devient très utile, voire même très bon en fin de saison. Et pour situer, j'ai regardé les stats, il est aussi décisif que Quentin Merlin, alors qu'il a moins joué que lui. On est typiquement sur un joueur de club très utile, qui est polyvalent, qui est rarement mis à défaut quand il joue, qui est pas boudeur quand il joue pas, qui a un petit salaire, qui est fiable physiquement et qui est un vrai guerrier. En plus de ça, il est international suisse, donc c'est pas non plus un joueur très moyen. Donc Merlin et Garcia à l'heure actuelle, c'est kiff kiff en termes de niveau, je trouve. Je comprends que ça puisse paraître bizarre, mais je garde le plus ancien et je vends le jeune joueur à potentiel. Tout simplement parce qu'on parle d'un poste de numéro 2, un poste de latéral gauche remplaçant, et je préfère largement avoir Ulysse Garcia qui a plus d'expérience, qui a déjà joué des compétitions européennes, et qui peut dépanner dans l'axe d'une défense à 3, et qui perdra moins en valeur sur le banc. Voilà, Quentin Merlin, ça m'ennuierait de garder une saison de plus sur le banc. Ulysse Garcia, c'est typiquement le genre de profil qui va très bien pour compléter l'effectif, pour être numéro 2. Et la fin de sa saison nous a prouvé qu'on pouvait vraiment compter sur lui. On passe au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, un secteur assez fourni pour le coup, avec de très bons joueurs vraiment. Et il faudra dégraisser. Le premier avec qui je dégraisse l'effectif, c'est Ismaël Koné. Et je suis vraiment dégoûté. Parce que c'est sûrement la recrue qui me hypait le plus en début de saison. Il avait tout du diamant brut qu'il fallait polir. Il avait l'air super attachant. Mais je pense qu'on est typiquement sur un joueur qui a pas pris la mesure du club dans lequel il est arrivé. Il a montré trop de lacunes, que ce soit en termes d'intensité, en termes d'intelligence tactique. Et Roberto De Zerbi comptait beaucoup sur lui en début de saison. Et au final, il l'a très peu fait jouer. Il s'est peut-être vu trop beau trop vite, en croyant que l'OM allait être un petit club tremplin pour lui, en prenant pas assez conscience des progrès qu'il avait à faire. Je sais pas, son prêt à Rennes, il a été correct, mais sans que ce soit stratosphérique et sans qu'on se dise merde, on n'aurait jamais dû le laisser partir. Bon, évidemment, il aura marqué un but au Vélodrome dans toute la saison. Je vous le donne en mille, c'est contre l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut profiter du fait qu'il a encore une belle cote pour le vendre. Je pense qu'en Championship, il y a encore des clubs qui sont intéressés par lui, même dans le bas de tableau de la première ligue, voire en Ligue 1. Ismaël Koné, c'est un joueur sur lequel on a mis 12 ou 13 millions d'euros quand même, je crois. Je pense qu'on peut les récupérer cet été. Le prêter une nouvelle fois, ce serait pas inintéressant, parce que ça permettrait de se faire un avis définitif. Est-ce qu'il a vraiment un vrai potentiel et c'est un joueur qui peut percer au haut niveau, ou est-ce que les lacunes qu'il a sont trop importantes, mais on est sur un mercato où on a besoin d'argent pour aller chercher des joueurs et faire un saut qualitatif. Donc moi je garde pas Ismaël Koné et je profite des 10-15 millions d'euros qu'il pourra nous apporter avec une petite plus-value à la revente, pourquoi pas, pour aller chercher un autre joueur plus confirmé ou qui apportera directement à l'Olympique de Marseille. Parmi les joueurs qui étaient prêtés par l'Olympique de Marseille cette saison, il y avait aussi Asdin Ounahi, le Marocain, qui a fait une très très belle saison au Panathinaikos, qui a été élu joueur de la saison par les supporters, il me semble. Il a été décisif une dizaine de fois. On va pas refaire l'histoire d'Asdin Ounahi à l'OM. Il a jamais vraiment joué à son poste, mais il a jamais vraiment su montrer qu'il méritait qu'on le mette dans les meilleures conditions sous ce maillot non plus. C'est un joueur qui est plein de promesses, mais qui plafonne un petit peu. Et je pense que l'histoire avec l'Olympique de Marseille doit se terminer, pour lui comme pour nous. Le Pana veut le garder, si j'ai bien compris, il le voulait pour moins que l'option d'achat. J'ai vu qu'il y avait Brighton qui était sur lui aussi. À 11-12 millions d'euros, ça se vend et ça vaut le coup de le vendre, je pense. Voilà, c'est une histoire manquée entre l'Olympique de Marseille et Asdin Ounahi. On peut le regretter. C'est dommage. Voilà, du respect pour le joueur qui a eu des périodes difficiles à l'OM, qui a eu des vrais drames personnels. Voilà, il n'y a jamais de mauvais joueurs au haut niveau, il n'y a que des mauvais contextes et Asdin Ounahi, c'était un très mauvais contexte pour lui. On passe à Bilal Nadir. Bilal Nadir, j'adore ce joueur, vraiment. Un super jeune milieu qui a de la personnalité, qui se cache pas, qui a une vraie intelligence tactique et qui, au fil du temps, convainc ses coachs. Parce que Gennaro Gattuso l'aimait beaucoup avant qu'il se blesse gravement l'année dernière, et donc on comptait pas trop sur lui cette saison, on savait pas trop comment il allait revenir. Et visiblement, Roberto De Zerbi aime beaucoup le joueur aussi. On garde, hein, ça me paraît évident, mais est-ce qu'on prêterait pas? C'est ça la question, avec Bilal Nadir, qui va jouer une saison dans un effectif qui est costaud quand même au milieu. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on le garde, qu'on démarre la saison avec lui,
et qu'on fait le point à la mi-saison. On fait le point à la mi-saison sur est-ce qu'il a été utile, est-ce qu'il estime qu'il a eu assez de temps de jeu, et au bout de 6 mois, s'il n'est pas content de son temps de jeu, je pense que ça se prête dans un bon club de Ligue 1. Il a le niveau pour jouer dans un club de milieu de tableau ou de fin de tableau en Ligue 1. Il peut s'imposer dans une petite équipe très facilement et sans problème. Et je pense que ce serait dommage de ne pas lui donner du temps de jeu parce qu'il arrive à un âge où il doit vraiment progresser maintenant et passer une étape supplémentaire. Ça fait 2 ans qu'il est rentré dans la rotation d'effectifs et c'est très bien pour lui. Il a besoin d'un petit peu plus et j'espère que l'enchaînement des matchs lui permettra de jouer. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, Roberto De Zerbi a l'air de beaucoup aimer le joueur. Donc pour moi, on garde et on fait le point dans 6 mois. Un autre milieu marocain de cet effectif que je ne garde pas par contre cette fois, c'est Amin Harit. Amin Harit a commencé la saison en tant que titulaire, ensuite ça a été très compliqué pour lui. Il était très intéressant sur les premiers matchs, mais le tournant c'est le match contre Paris, où il prend son rouge, derrière il est suspendu, ensuite il se blesse, il revient mais jamais vraiment à 100%, et il perd sa place. Du coup, à la fin de la saison, on ne sait pas trop quel statut il a dans cet effectif. L'avoir en numéro 10 remplaçant en termes de niveau, ce serait vraiment pas choquant. Mais comme avec Quentin Merlin, je commence à avoir la flemme. Avec Amin Harit, pour être très honnête, ça fait 3 ans qu'il est là. Et ça fait 3 ans qu'il a les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et voilà, je trouve qu'on fait du surplace avec Amin Harit. Que ce soit l'Olympique de Marseille ou lui, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Parce qu'on fait du surplace, il stagne. Et il a un âge qui fait qu'il peut encore passer un step dans sa carrière. Et je pense qu'il doit le faire ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille. Je garde pas et je pense qu'on peut en tirer quelques millions d'euros qui nous permettront là encore de réinvestir sur un profil plus intéressant. Un joueur qui fait débat depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'est Geoffrey Kondogbia. Il a un peu calmé les critiques cette saison parce qu'il a joué à un poste de central gauche dans une défense à 3 où il a été très intéressant, vraiment très intéressant notamment par sa qualité de relance et par sa capacité à s'imposer au duel. Le problème avec Geoffrey Kondogbia, on le répète depuis son arrivée, c'est pas forcément son niveau, c'est sa fiabilité physique, notamment l'année dernière, et surtout son salaire. Geoffrey Kondogbia, il prend entre 450 et 500 000 euros par mois, et c'est clairement trop par rapport au nombre de matchs qu'il joue et par rapport à son niveau sur le terrain. À côté de ça, c'est un vrai leader d'effectif, et à côté de ça, c'est un vrai joueur qui a une grosse expérience des gros clubs, des grosses compétitions européennes, et je pense que cette saison, il sera très utile. Euh, il pourra jouer dans l'axe, il pourra jouer au milieu. Et surtout, en tant que leader, je pense que sur une saison de Ligue des Champions, tu peux pas vraiment te passer de ce genre de joueur. Voilà, je sais que ça coûte cher, je sais que c'est un gros salaire, mais à côté de ça, t'évites d'aller acheter un autre joueur. Et voilà, la saison qu'il a fait a été très, très encourageante, et je me dis que finir sur une troisième saison où il nous montre enfin et vraiment son véritable niveau, c'est-à-dire de vrais joueurs de niveau Coupe d'Europe, ça serait vraiment top. Il y a 2 joueurs qui font pas débat au milieu de terrain, l'Olympique de Marseille, je pense. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot qui doivent être. Ils font partie des rares joueurs qui ont le niveau Ligue des Champions dans cet effectif. Le Danois, il va signer définitivement cet été pour environ en tout 12-13 millions d'euros. C'est pas un braquage, mais c'est une très très belle affaire. C'est quasi impossible de trouver un milieu de cette expérience, de ce niveau-là, qui a son dévouement sur le terrain à ce prix-là. Vraiment. C'est un vrai beau coup de Pablo Longoria et surtout de Mehdi Benatia. Cette saison, il a été au mieux excellent, au pire à peine correct, et encore très rarement. Et il s'est très très vite imposé comme un leader. C'est le genre de joueur, quand tu regardes son troisième match avec l'Olympique de Marseille, t'as l'impression que le frérot est là depuis 3 ans. J'attends un poil plus de lui dans sa capacité à être décisif parce qu'il a une belle frappe de balle et parce qu'on l'a vu sur la passe D qu'il fait à Amine Gouiri contre Le Havre par exemple sur l'un des derniers matchs de la saison. Elle est magnifique cette passe et ça prouve qu'il a les qualités pour casser des lignes et pour être un petit peu plus tranchant. Voilà, il a été très organisateur du jeu cette saison, il a été très utile là-dedans, ça a été le vrai relais de Roberto De Zerbi sur le terrain avec Adrien Rabiot. Et voilà, une deuxième saison de Pierre-Emile Højbjerg à l'Olympique de Marseille, je demande vraiment à voir maintenant qu'il s'est complètement acclimaté. Il a l'avantage de super bien parler français et d'être complètement intégré dans ce groupe. Voilà, très très fan du joueur et très gros respect pour lui parce que ça a été l'un des hommes forts de cette saison et l'un des mecs qui nous a fait passer un step. En ce qui concerne Adrien Rabiot, on est tous dans la même situation, je crois. C'est pas juste qu'on garde, c'est qu'on prie pour le garder. Là, il y a eu des très bonnes infos récemment qui sont sorties dans la presse italienne. Adrien Rabiot apparemment a vraiment donné la priorité à l'Olympique de Marseille et veut jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Mais son cas risque de nous rendre fous tout l'été parce que t'es pas à l'abri qu'à n'importe quel moment un vrai gros club se positionne sur lui.
Parce que c'est simple, Adrien Rabiot, il a le niveau pour jouer dans quasiment 99% des clubs de Ligue des Champions. Visiblement, on s'était engagé à le laisser partir pour une petite somme, 10 millions d'euros si jamais ça arrive. Donc ma question c'est comment tu fais si mi-août, tu as un gros club, je sais pas, le Barça, qui pose 10 millions d'euros sur Adrien Rabiot. Parce que là on parlait du Milan AC. Le Milan AC c'était clairement pas vraiment intéressant pour lui. Il aurait pu retrouver Allegri, mais ça aurait fait encore une saison sans Coupe d'Europe pour Adrien Rabiot. Une, c'est quelque chose, deux, ça aurait fait beaucoup. Et surtout, même si on se met dans son état d'esprit, je pense qu'il vaut mieux faire une belle saison avec l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, faire la Coupe du Monde et rejoindre Milan l'année prochaine, une fois qu'ils se sont reconstruits avec Allegri. Voilà, après 2 saisons à l'OM, dont une en Ligue des Champions, on se serre la main, on se dit merci pour tout et on se dit qu'on a vécu une très belle aventure. Mais voilà, je pense que à un an de la Coupe du Monde, dans une équipe qui joue la Ligue des Champions et dont il est l'un des leaders, peut-être le leader, ce serait dommage de partir pour lui, surtout pour nous, vraiment. Et j'espère vraiment que c'était une anomalie l'année dernière qu'il soit libre sur le marché des transferts. On va espérer qu'il y ait une nouvelle anomalie cette saison, c'est que aucun gros club ne fasse une offre pour lui. On va prier, on va espérer surtout qu'on a donné assez d'amour à Adrien Rabiot pour qu'il priorise, quoi qu'il arrive, une nouvelle saison à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. On passe maintenant à deux joueurs qui, pour le coup, sont sujets à débat dans la communauté OM. C'est Valentin Rongier et Ismaël Benasser. Là encore, comme pour Merlin et Garcia, j'ai fait un choix l'un par rapport à l'autre parce que c'est un secteur qui est très fourni, le milieu. Et là, on a deux joueurs qui, en termes de salaire, sont kiff-kiff, même si Benasser c'est un peu plus, qui en termes d'âge sont kiff-kiff aussi, même si Rongier est un peu plus vieux. Voilà, pour moi, il y a la place pour un seul des deux. Et je vais commencer par parler de Valentin Rongier. La première chose, c'est que j'ai un immense respect pour Valentin Rongier, qui a conclu sa 5e saison à l'Olympique de Marseille, comme il a conclu les 4 précédentes. Il a débuté en étant remis en question, il faisait pas partie des 13-14 noms qu'on citait quand on imaginait les titulaires. En plus de ça, il avait une blessure tenace depuis l'année dernière. Et pourtant, revoilà Valentin Rongier encore, dans une période où ça va moins bien, il reprend sa place au mitard, ça va mieux, et il redevient titulaire ou remplaçant de luxe. Voilà, il a fait les efforts, il a travaillé dans son coin, et ça a payé encore une fois. Il a été vraiment hyper important dans certaines phases de la saison, surtout sur des matchs comme à Lens par exemple, où il marque. Ben justement d'ailleurs, surtout, il a vraiment passé un cap Valentin Rongier, il a marqué 3 buts cette saison. Ne vous moquez pas, je pense que 3 buts, c'est ce qu'il avait mis dans l'entièreté de sa carrière olympienne juste avant. Ben, c'est exactement ça. 3 buts pour Valentin Rongier cette saison, c'est la moitié des buts qu'il a inscrits sur toute sa carrière olympienne, donc sur les 196 matchs qu'il a joué avec nous. Putain, c'est vraiment pas beaucoup quand même. Mais bref, il a passé un petit step cette saison, félicitons-le. Voilà, parmi ses buts, il y en a un magnifique contre Reims, qui sert à rien parce qu'on perd 3-1 quand même. Il y en a un contre Le Havre, qui est très beau aussi en entrée de surface. Et le troisième, c'est contre Lens. Un but très très important. Alors Valentin Rongier, il y a 2 semaines, je vous aurais dit, je garde soit en allant au bout de son contrat, soit en le prolongeant avec un salaire inférieur. Mais d'après ce que j'ai compris, aucune des deux options n'existe. Parce que l'OM ne veut pas le voir partir gratuit, ce que je peux comprendre, même si voilà, Valentin Rongier, on a mis un peu plus de 10 millions d'euros sur lui il y a 6 ans. Cette saison à l'Olympique de Marseille, je pense que tu l'as rentabilisé ton investissement. La deuxième option n'existe pas non plus, parce que lui, visiblement, est OK pour prolonger, mais avec un salaire revu à la hausse. Et là, c'est problématique pour moi. C'est même non, tout court pour moi, parce qu'il est déjà dans la grille haute des salaires de l'Olympique de Marseille. C'est logique, vu son niveau et vu les saisons qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, le statut qu'il avait, puisque il a été capitaine de cette équipe. Mais là, voilà, on va gentiment remercier Valentin Rongier pour les services rendus. On va mettre définitivement du respect sur son nom. Mais pour moi, Valentin Rongier, je le revalorise pas à 400 000 euros. C'est pas possible. Et surtout que je le trouve un petit peu ambitieux parce que je vois pas qui va lui donner ce salaire. J'ai vu que Rennes était intéressé, mais à 380, 400 000, je pense pas que Rennes met ça sur lui. Donc on accompagne avec beaucoup de respect Valentin Rongier vers la sortie, en espérant récupérer un petit 8 à 10 millions d'euros sur lui. Je pense que ça se fait. C'est un joueur qui les mérite, qui est un très bon joueur de Ligue 1 et qui rendra service voilà, par le PSG. Je le vois titulaire quasiment partout. Si je me sépare de Valentin Rongier, c'est d'abord pour toutes les raisons que je vous ai données, mais aussi parce que je garde Ismaël Benasser. Je sais que certains vont pas être d'accord du tout avec ce choix, c'est pas grave. Je m'explique. La demi-saison d'Ismaël Benasser est hyper décevante. Hyper, j'exagère peut-être un peu, elle est décevante. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur certaines séquences, il a démontré une vraie qualité technique, des capacités de récupération vraiment intéressantes, etc. Mais physiquement, qu'est-ce que c'était dur pour Ismaël Benasser. Il arrive à court de forme, il enchaîne les petites blessures ou les petites gênes.
Il n'arrive pas à enchaîner 2 matchs complets, et du coup, ça a eu des répercussions sur ses performances avec des gros passages à vide dans les matchs où il disparaissait complètement, voire des pertes très, très dangereuses, des pertes de balles très dangereuses devant la surface. Et en même temps, j'aime tellement le joueur. Je ne sais pas si vous avez regardé le Milan AC sur ces dernières saisons, notamment la saison où ils sont champions, mais Ismaël Bennacer là-bas, c'était un milieu de top niveau européen. Et je pense qu'on aura vraiment du mal à trouver, à faire venir un milieu de ce niveau-là quand il est à son pic, et un joueur qui correspond autant avec ce que Roberto De Zerbi veut mettre en place. Euh, Par rapport à Valentin Rongier, il est plus jeune, il a plus de références européennes, il a un niveau de salaire à peu près kiff-kiff, et il garde une belle cote sur le marché, que ce soit en Europe ou sur le marché saoudien. Donc je privilégie Ismaël Bennacer. Je sais qu'il y a la CAN et qu'il va rater quelques matchs et que ça pèse en sa défaveur, mais voilà, je préfère clairement le type de joueur qui est Ismaël Bennacer, et sur le fait qu'il soit plus jeune et plus expérimenté en Coupe d'Europe, je préfère ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez des matchs de Valentin Rongier en Coupe d'Europe, j'ai encore un traumatisme de sa passe en retrait contre Francfort en Ligue des Champions au Vélodrome. Voilà, je préfère m'appuyer sur Ismaël Bennacer sur une saison comme celle-là. En fait, Ismaël Bennacer, c'est deux paris. Le premier, c'est de se dire, on met 12 millions d'euros sur un joueur et on lui file 500 000 balles de salaire, alors que ça se trouve, il va jamais revenir à son niveau physique. Et le deuxième pari, c'est de se dire, ça se trouve, on va complètement rater l'un des meilleurs joueurs qui est passé sous le maillot de l'Olympique de Marseille parce qu'on n'a pas été patient et qu'on l'a renvoyé chez lui parce que pendant 6 mois, physiquement, c'était difficile. Je préfère prendre le risque de lui filer un gros salaire sans qu'il revienne vraiment à son niveau, parce que je pense qu'on arrivera toujours à s'en débarrasser. Et surtout parce qu'il y a une si belle histoire à écrire entre l'Olympique de Marseille et Ismaël Bennacer, qui est originaire de la région, qui voulait à tout prix jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi et jouer à l'OM. Je ne me remettrai pas du fait qu'on ait laissé passer l'occasion d'avoir un vrai Ismaël Bennacer à son niveau, sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc je le garde. Et en plus de ça, les dernières infos qui sont sorties sont hyper intéressantes, puisqu'on parle d'un nouveau prêt. On est en train de négocier avec le Milan AC pour un nouveau prêt. Et donc, si on se cogne son salaire, mais qu'à côté de ça, on économise le montant de son transfert sur une saison supplémentaire, ça nous laisse le temps de voir s'il revient à son niveau et si physiquement il est vraiment cramé ou si c'est juste une période difficile de sa carrière. On passe à la ligne offensive et on commence avec Jonathan Rowe, qui vient de vivre une saison vraiment riche en émotions avec un pic à Lyon où il nous offre l'Olympico sur un but absolument merveilleux qui restera probablement dans les annales de la Ligue 1. J'ai trouvé Roberto De Zerbi extrêmement dur avec lui par la suite, parce que dès qu'il a été moins bon, il a été remis directement sur le banc et il a dû se contenter de vraiment de tout petits bouts de match où on le faisait rentrer en pointe, ce qui n'est pas son poste, en lui disant bah, vas-y mon coco, fais-nous gagner le match. Je trouve que Roberto De Zerbi n'a pas eu la même sévérité pour certains joueurs lors de leur passage à vide cette saison. Je pense à Mason Greenwood, même s'il a un niveau au-dessus, ou même à Luis Enrique qui a été très moyen sur la deuxième partie de saison. Euh, voilà, Jonathan Rowe, il a aussi été victime du passage à 3 derrière, parce que c'est un vrai ailier pour le coup. Même s'il a joué buteur un petit peu avec l'OM et que là, à l'Euro Espoir, avec l'Angleterre, il joue un petit peu buteur aussi. Il a marqué d'ailleurs. Mais pour moi, c'est un vrai ailier. C'est un vrai profil d'ailier et un profil que j'adore. Rapide, qui percute, qui cherche à provoquer quasiment à chaque fois, à chaque ballon. C'est un joueur qui a du déchet, ok, et peut-être que sur 10 tentatives de dribble, il y en a 6, 7 qui passent pas et il se ramasse la gueule. Mais on a tellement besoin de ce genre d'ailier. On a tellement besoin de ce mec qui met un petit peu de folie dans une équipe qui applique un schéma de jeu hyper exigeant qui peut vite brider les joueurs. Il y a des matchs cette saison où si on peut pas compter sur Jonathan Rowe pour mettre un petit peu d'explosivité, ben on passe 90 minutes à se faire des passes devant la surface adverse. Et je pense qu'on est vraiment devant un joueur qui a progressé, qui a vraiment progressé cette année sur tous les aspects. Il arrive à maturité physiquement, il s'était souvent blessé quand il était un poil plus jeune, cette année c'était nickel. Il a intégré l'exigence de Zerbi, l'exigence du haut niveau. Il a aussi appris à gérer sa frustration dans les périodes où il joue pas et dans les périodes où il joue un moins bon football. Et donc ce sera un immense gâchis de le revendre directement. Je sais qu'on l'a payé cher. Jonathan Rowe, c'était 15 ou 16 millions d'euros, je crois. Donc ça reste très cher pour un joueur qui n'a pas des stats folichonnes. Mais ça vient de Championship, c'est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football anglais actuellement. Et donc une belle saison en Ligue des Champions, ça peut partir très très vite pour très cher. Voilà, il plante quelques buts en Ligue des Champions où il fait une belle saison et je pense que tu le vends pour le double de ce que tu l'as acheté, mais hyper facilement l'année prochaine. On va garder Jonathan Rowe et on va compter sur lui pour encore passer à un niveau au-dessus et pourquoi pas s'imposer
En tant qu'ailier gauche titulaire de cette équipe, on lui mettra un remplaçant ou un joueur en concurrence. Il y aura même un joueur titulaire qui sera recruté, je pense. Il y a des pistes qui seront données dans mon mercato idéal après. Mais voilà, on compte sur Jonathan Rowe l'année prochaine pour nous amener un peu de folie en Ligue des Champions et trouver un peu de régularité après une saison où il aura beaucoup progressé. Monsieur Neil Maupay, j'ai beaucoup d'affection pour le mec et j'ai aussi du respect pour le joueur qui nous a vraiment rendu beaucoup de services dans une période de la saison où Wai était ultra décevant et où on pouvait pas s'appuyer sur lui en fait. Il nous a marqué quelques buts importants et il avait une présence dans le jeu qui pouvait être intéressante aussi par un moment, mais ça reste un attaquant très limité. Et partir avec lui en backup de Gouiri sur une saison comme ça, en Ligue des Champions, ça me rassure pas trop. Parce que si Gouiri se pète ou retombe dans ses travers en termes d'irrégularité, ça veut dire quoi? Tu vas aller jouer avec Neil Maupay en pointe à Madrid, à Manchester, à Arsenal. Je pense qu'on peut le revendre à un prix équivalent à son option d'achat. Je crois qu'on l'a recruté pour environ 5 millions d'euros cet été définitivement. Et je pense qu'à 7-8, ça part, hein. À 7-8 en Ligue 1, en Championship, dans un petit club de Première Ligue, ça part et ça fait une belle petite somme à réinvestir. Je pense qu'on peut aller chercher un joueur plus jeune, plus talentueux, plus polyvalent. Je sais pas trop, mais mieux en tout cas. Mieux en tout cas, et voilà. Alors, on remerciera Neil Maupay pour la saison qu'il a fait à l'OM. C'est le genre de joueur que tu adores avoir chez toi parce qu'il chambre, parce que les supporters adverses le détestent. Et il faut des joueurs comme ça dans le football actuel. Il nous a fait beaucoup de bien, que ça soit en tant qu'homme ou en tant que joueur. Donc merci à lui pour cette belle saison sous le maillot de l'OM. Il nous reste 3 joueurs à analyser, dont Faris Moumbagna. Là encore, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va foutre de Faris Moumbagna qui a un profil intéressant? Moi j'aimais beaucoup quand il est arrivé, c'est un joueur qui peut vraiment devenir un super attaquant puissant, rapide, décisif. Mais voilà, il s'est pété en début de saison, une grosse blessure, une rupture des ligaments croisés, on ne sait pas comment il va revenir. C'est un style de joueur qui à mon sens colle pas trop avec ce que Roberto De Zerbi attend d'un attaquant. Voilà, il y a de gros doutes qui subsistent sur son état de forme. Il est revenu en fin de saison, mais il n'a pas joué. Et une rupture du ligament croisé pour un joueur de ce profil-là, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'il joue beaucoup sur son physique, parce qu'il joue beaucoup sur sa rapidité. Et voilà, qu'est-ce qui va lui rester après cette rupture des ligaments croisés? Ça peut être très très handicapant. Et je pense qu'on n'arrivera pas à le vendre à un montant convenable vu la saison blanche qu'il vient de faire et qu'on a quand même mis une petite somme sur lui l'hiver dernier. Je pense que le mieux c'est de le prêter. Il va falloir prêter Faris Moumbagna, de préférence dans un bon club de Ligue 1, dans un club de Ligue 1 déjà ce serait bien. Je pense qu'il peut se faire sa place s'il revient à son niveau. Euh, Nous, on ne pourra pas lui offrir un temps de jeu suffisant, c'est à peu près sûr en Ligue des Champions. Voilà, je prête Faris Moumbagna de préférence en Ligue 1 pour qu'il s'installe une saison complète à un poste de titulaire et qu'il revienne la saison prochaine, qu'on fasse le point sur ce qu'il a gardé en termes de niveau après sa grosse blessure. Mason Greenwood maintenant. Honnêtement, je suis rarement très à l'aise de parler de Mason Greenwood pour les raisons qu'on connaît tous. J'étais pas spécialement pour son arrivée, notamment pour ces raisons éthiques-là, mais aussi parce que le deal est quand même pas du tout avantageux pour l'Olympique de Marseille. On a mis 25 millions d'euros sur un joueur qu'on détient qu'à moitié. Ça veut dire que même si tu le revends à 50-55 millions d'euros, ben, tu rentabilises à peine ton achat, puisque c'est vraiment la moitié du transfert qu'on devra reverser à United, pas la moitié de la plus-value. Mais bon, c'est un transfert où la direction a priorisé l'aspect sportif à l'aspect financier, donc en tant que supporter, on va pas s'en plaindre. Et évidemment, si on se concentre sur le joueur qu'il est, sur son niveau, ben, c'est un niveau au-dessus des autres. 22 buts, 5 passes D cette saison. Ça se moque un peu du fait qu'il a marqué beaucoup de pénaltys, mais je vous assure, posez-vous 2 minutes devant la compile de buts de Mason Greenwood cette saison, parce que, à mon sens, il met une dizaine de buts que peu de joueurs en Ligue 1 sont en capacité de mettre. Je pense à ses buts contre Toulouse, à celui contre Le Havre, contre Strasbourg. Voilà, il est ultra agaçant et frustrant par moments parce que c'est un joueur qui est assez perso et qui n'a pas vraiment le sens de l'effort, même si il s'est un peu amélioré là-dessus en fin de saison. Mais voilà, c'est un joueur qui peut décider du résultat d'un match. Contre Le Havre, c'est exactement ça. On est dans une période où on galère, on se fait égaliser, ben, le frérot prend le ballon, fait 3 pas, arrive à l'entrée de surface et envoie une mine qui finit dans les buts et qui nous fait passer devant au tableau d'affichage. Il y a un truc pour lequel je lui en veux quand même, c'est son niveau affiché dans certains gros matchs, notamment contre Paris ou Monaco, où il est vraiment passé à côté alors que c'est sur ce genre de joueur que tu dois capitaliser dans les gros matchs. Mais il a l'air d'être heureux à Marseille, il a l'air de s'épanouir et évidemment on a envie de le voir en Ligue des Champions, nous surtout.
et lui, il a envie de la jouer probablement. Il va falloir lui recruter un remplaçant, parce que il faut quelqu'un derrière lui qui pourra lui mettre la pression. Mais on garde Mason Greenwood, évidemment. On n'a pas les moyens du tout de se passer d'un joueur de ce niveau-là en Ligue des Champions, parce que comme les trois autres que vous voyez là, ou comme Kondogbia ou Benasser, quand ils sont à leur meilleur niveau, ben, c'est les seuls joueurs de cet effectif, avec Guiri, qui peuvent atteindre un niveau Ligue des Champions, je pense. Et on est obligé de compter sur eux, et on va espérer qu'ils gomment ces petits défauts, qu'ils soient un peu plus investis pendant 90 minutes dans les matchs, et qu'ils continuent de progresser et de reprendre le fil de sa carrière. Je pense qu'il a vraiment le potentiel pour être dans un top club l'année prochaine ou l'année suivante. Et on aura eu pendant 2 ou 3 ans un joueur de top niveau, avec un aspect personnel qui est un peu plus gênant. Mais on va pas refaire l'histoire. Mason Greenwood est un joueur de l'Olympique de Marseille et on est très heureux de le voir performer à ce niveau-là, et on espère le voir performer encore la saison suivante. Le dernier joueur qu'on analyse dans cet effectif, c'est Amine Gouiri. On va pas y passer 100 ans, parce que Amine Gouiri, concrètement, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait une demi-saison absolument phénoménale. C'est sûrement lui qui a été le joueur le plus décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Et surtout, il a fait taire à vitesse grand V les critiques qui accompagnaient son arrivée, et qui étaient légitimes, les gars. Il y avait personne qui disait que Amine Gouiri était un joueur de merde. Il y a juste beaucoup de gens qui disaient que c'était un joueur irrégulier qui avait du mal à confirmer son potentiel et à enchaîner plusieurs matchs de haut niveau. C'était la vérité. Et il a passé ce step-là. On va espérer que ça continue l'année prochaine, parce qu'on attend d'Amine Gouiri que maintenant il devienne le joueur qu'il doit être. Un grand numéro 9 qui continue d'être décisif, qui participe au jeu comme il aime le faire, et surtout qui devient un vrai top player régulier qui enchaîne les grosses performances. J'y crois. J'y crois de ouf, parce qu'il a montré des trucs. Entre les buts magnifiques qu'il met et sa participation au jeu, c'était vraiment un gros kiff d'avoir Amine Gouiri dans cet effectif en deuxième partie de saison. Et pour moi, ça bouge absolument pas Amine Gouiri, parce que c'est pareil. Même d'un point de vue financier, si tu as une offre énorme cet été, il faut se dire qu'il va jouer en Ligue des Champions, qu'il est jeune, qu'il est reconnu comme étant un énorme prospect. Donc voilà, d'un point de vue financier, il vaut mieux le garder une saison de plus, lui faire jouer sa première vraie saison de Ligue des Champions, et compter sur lui pour continuer de progresser et devenir le grand attaquant qui mérite d'être. Il a tout le talent qu'il faut pour ça. Après, quand même, dans le doute, hein, je vous le verrai pendant mon mercato idéal, mais je recrute un attaquant remplaçant, d'autant plus si on prête Faris Moumania et qu'on vend Neil Maupay, il faudra quelqu'un derrière Amine Gouiri pour continuer de lui mettre la pression et qui ne retombe pas dans ses travers. On va passer à l'homme de base du projet de l'Olympique de Marseille, j'ai nommé monsieur Roberto De Zerbi. Alors, ça va être une saison un petit peu compliquée à analyser pour Roberto De Zerbi, parce que je pense que si on nous met le bilan de sa saison sous les yeux au début de l'année, je pense qu'on signe tous. Et en même temps, il y a eu des périodes, des matchs qui font que on peut être un petit peu déçu aussi. On va faire ça en 2 parties. Je vais d'abord parler des déceptions à mon sens, et ensuite des réussites de Roberto De Zerbi. Ça va peut-être vous paraître dur comme critique, mais je suis un vrai fan de cet entraîneur. Je l'aime beaucoup et je pense qu'il peut devenir un top coach européen. Et c'est pour ça que je suis hyper exigeant avec lui et que je lui fais des reproches. Parmi les premiers reproches que je veux lui faire, il gère très bien sa communication, mais par moments j'ai trouvé ça super agaçant. Quand ça allait bien, le mec nous disait qu'il n'était pas là pour être second, que Marseille méritait mieux, qu'il se voyait rester des années ici, qu'il fallait concurrencer le PSG. Et dès que ça allait moins bien, dès qu'on enchaînait quelques défaites et qu'on voyait le PSG creuser l'écart, le frérot nous parlait de budget, d'écart un peu trop important. J'aime pas cet entre-deux. Choisis ton camp, mon gars. C'est soit on les concurrence et on assume quand on fait des erreurs sur ce parcours-là, soit on assume dès le début de la saison qu'on n'est pas au niveau et on vend pas durer vos supporters pour rien. Ce qui m'a surtout gavé, c'est cet été. Sa com de cet été, parce que le mec a jamais dit à aucun moment je reste à l'Olympique de Marseille. Il y a un entre-deux pareil où il dit qu'il est super bien ici, qu'il veut s'inscrire dans la durée, qu'il veut faire des années à l'OM. Et puis quand tu lui parles d'autres clubs, il te dit jamais non clairement. Quand tu lui demandes s'il reste, il te dit bah, je suis heureux. Bah, on est très heureux pour toi aussi, mais on aimerait bien savoir. Voilà, il faut avoir le recul de se dire que Roberto De Zerbi, on lui a beaucoup donné. On lui a filé un salaire de top coach, on lui a filé les clés du camion pour un projet sur 3 ans. On l'a laissé installer un énorme staff avec une dizaine de personnes. Alors c'est comme ça qu'un club progresse, mais il y a très peu de clubs qui acceptent qu'un entraîneur vienne avec un staff aussi pléthorique. La direction répète que c'est l'homme de base du projet, qu'il faut travailler dans son intérêt. Et le frérot est pas capable de nous dire juste une fois, bah c'est bon les gars, je reste. À un mois de la reprise.
Donc voilà, après je m'énerve peut-être un petit peu pour rien parce qu'il y a eu une grosse pression médiatique qui a été mise en Italie où il y a beaucoup de changements sur les bancs des gros clubs. Voilà, mais ça n'empêchait pas lui de dire clairement les choses et d'éteindre un petit peu cet incendie. Une autre déception, alors certes on a vu de très belles séquences sur certaines périodes, mais en termes de niveau de jeu, les gars, on va pas se mentir, il y a eu des matchs, voire des périodes de matchs où on s'emmerdait sévère quand même. On a beaucoup vu de séquences où, bah oui, on se fait des passes devant la surface, on attend, on est en mode handball, et ben des fois, c'est très long, ça donne rien, et on se fait terriblement chier. Après, c'est le jeu en Ligue 1, on connaît la chanson, hein, il y a un coach étranger qui arrive, qui a plein de principes, qui met des choses en place, qui a une vraie réflexion tactique, et il finit par se ramasser la gueule sur un bon vieux 4-4-2 régular défensif d'Antoine Comboiré ou de Luca Elsner. C'est le genre de moment où on subit un tweet de Raymond Domenech qui va nous dire qu'en vrai, De Zerbi est une pipe italienne et que le coach français en face, qui a demandé à son équipe de balancer de grandes chandelles vers un attaquant rapide, est un génie. Dernière déception avec Roberto De Zerbi, comment dire? Ben, on a pris de sacrés branlés les gars quand même, hein. L'OM de De Zerbi ne sait pas juste perdre. Cette saison, aller-retour, t'en prends 6 contre Auxerre, qui te fait danser pendant 180 minutes. T'en prends 7 contre Paris, 5 contre un Reims à l'agonie, qui était une équipe en perdition, qui aurait été battue par une équipe de manchots unijambistes. Et tu te fais laver les fesses à Monaco, à Nice. Je veux bien que sur certains matchs, on se fasse plomber par des individualités. Genre le carton rouge d'Harit contre Paris ou le match cataclysmique de Brassier à Nice. Mais il y a eu une bonne poignée de prestations honteuses, vraiment honteuses, que je ne veux plus revoir l'année prochaine. Et voilà, le début de match contre Paris au Vélodrome, Harit prend un rouge et ça change tout, mais ton début de match, il est honteux, vraiment honteux. À Monaco, tu as quelques absents derrière, mais tu prends un 3-0 contre un adversaire direct. Ça fait chier. Je vais passer au positif, donc, parce qu'il y a beaucoup de positifs à dire sur Roberto De Zerbi quand même. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Roberto De Zerbi, il arrive dans un club de morts-vivants qui sort de la pire saison de l'ère Longoria, et il a dû inculquer des principes de jeu à une équipe profondément remaniée. Si vous regardez n'importe quelle 11 cette saison, la plupart des titulaires n'étaient pas là l'année dernière, et ceux qui étaient là étaient à un niveau vraiment très moyen l'année dernière. Donc récupérer une équipe dans cet état-là, repartir à zéro avec de nouveaux joueurs et terminer deuxième, c'est une vraie performance qui doit être respectée. D'autant plus que l'effectif, Roberto De Zerbi, il l'a choisi en partie, mais il l'a aussi en partie subi. Il y a des joueurs qui sont arrivés au mercato, comme Ismaël Koné, comme Eli Wahi, comme Lilian Brassier, qui auraient dû être des titulaires en puissance de cet effectif. Et ils ont été ultra décevants. Le problème, c'est que tu as mis 50 millions sur ces 3 joueurs-là. Et te planter de 50 millions, l'Olympique de Marseille, bah, c'est énorme. Et t'as pas un effectif assez profond pour remplacer qualitativement ces joueurs-là sur lesquels tu comptais. Roberto De Zerbi a voulu mettre en place un style de jeu qui nécessitait des défenseurs relanceurs avec une vraie qualité technique. Il s'est retrouvé avec un Brassier ultra peureux et jamais serein, un Derek Cornelius venu pour faire le nombre qui au final joue la moitié des matchs de la saison, un Kondogbia replacé dans l'urgence, un Merlin qui progresse pas, un Lirola revenu des enfers. C'est difficile de construire derrière avec ça. Donc voilà, ayons le recul de nous dire que Roberto De Zerbi finit deuxième avec une équipe où Mopé, Brassier, Lirola, Cornelius ont été titulaires pendant une partie non négligeable de la saison. Surtout que je l'ai dit, on a quand même vu de très 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 belles séquences et de très beaux matchs cette saison. On finit avec un nombre de buts inscrits absolument énorme, avec des matchs marquants comme les 2 Olympico. Et le dernier point positif, c'est que Roberto De Zerbi, il a su s'adapter à son effectif et aux périodes et aussi à la Ligue 1, parce que j'avais peur que ce soit un coach très fixé sur ses idées, qui change jamais rien. Au final, il passe à 3 derrière à un moment où c'était nécessaire pour rassurer sa défense. Il a su déjouer des tactiques ultra défensives. Il repasse au final au 4-3-3, 4-2-3-1 à un moment où son équipe patine et ça permet de relancer la fin de saison. Tout ça pour dire que je garde Roberto De Zerbi la saison prochaine et au-delà du fait de le garder, ça ne bouge pas Roberto De Zerbi. Il faut qu'on arrive à enchaîner 2 saisons avec le même encadrement technique, avec les mêmes principes de jeu, avec le même entraîneur. Et voilà, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions. Roberto De Zerbi va la jouer pour la première fois réellement. L'OM et Roberto De Zerbi doivent prouver cette saison. Et j'attends beaucoup, beaucoup de Roberto De Zerbi. J'attends qu'il prouve qu'en fait, c'est pas juste un coach à la mode et que c'est un vrai coach de niveau Ligue des Champions. Voilà. On va espérer que la direction lui fasse un très beau mercato et que derrière ça, ça lui permette de performer avec une très belle équipe en Ligue des Champions. On arrive sur la fin, donc je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec tous les joueurs que je veux voir partir. Donc j'ai fait
clairement le comptable de comptoir avec des valeurs de transfert qui ont été basées sur Transfer Market, je sais jamais comment on dit, le contexte et la saison que vient de faire le joueur. Je pense être assez proche de la réalité. Si vous avez des désaccords avec moi, si vous trouvez que j'abuse sur certains ou que je sous-estime d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Pour les salaires, je pense que c'est à peu près fiable. Ça vient de Capology, qui est un bon site pour ça. Donc voilà, je pense que c'est plutôt cohérent en termes de départ parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui nous manqueront la saison prochaine là-dedans. Est-ce qu'on arrivera à tous les vendre? Je pense pas. Mais ouais, économiser aux alentours de 2 millions de salaires et de 100 et faire 100 millions de ventes sur ces joueurs-là, en plus de l'argent pris sur la LDC et sur la saison qui vient de s'écouler, je pense que il y a de quoi faire un très beau mercato. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, un petit abonnement, ça sera vraiment trop cool. Et si vous l'avez pas apprécié, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous n'avez pas aimé. Le moindre reproche, la moindre critique, vraiment je prends. C'est le tout début de cette chaîne. Je sais que je fais des erreurs, je sais que je parle peut-être beaucoup trop, je me répète, je sais pas. Il y a forcément des erreurs qui sont faites et je suis vraiment hyper à l'écoute pour améliorer ce contenu et faire quelque chose de plus propre. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato idéal. Je vous proposerai plusieurs joueurs pour des postes qui seront clairement ciblés. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, merci de l'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Et d'ici la prochaine, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos proches. À bientôt.